vous présente le rêve pour revenu émancipateur pour vivre épanoui. Et donc notre rêve, on va vous expliquer un petit peu comment on l'a conçu. En fait, l'idée, on est parti de la devise de la République française et on s'est dit comment on peut essayer de la rendre plus concrète. On aime bien faire des infographies, donc je vous montre ce qu'on a fait pour illustrer notre rêve. Quand on parle de fraternité, il y a à peu près 9 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc est-ce que ça, c'est vraiment de la fraternité ? Quand on parle d'égalité, on a une richesse qui, en gros, 10% des plus riches, ils ont la moitié des richesses de la France, et donc l'autre moitié, c'est 90% des gens qui se la partagent, avec certains qui n'ont rien. Donc est-ce qu'il y a vraiment de l'égalité dans cette répartition de la richesse ? Et enfin, quand on parle de liberté, on a en gros entre 8 et 9% de chômage. Et donc, est-ce qu'on a vraiment de la liberté à trouver un emploi et lequel, quand on a autant de pression pour trouver un emploi ? Donc, face à ce constat où on se dit que ça pourrait être mieux incarné, justement, cette devise républicaine, on propose une solution. Et en fait, nous, on aimerait que chacun ait un revenu suffisant. Donc, pour faire face à ce seuil de pauvreté, on se dit que le revenu universel, il faudrait qu'il soit au niveau du seuil de pauvreté. En termes d'égalité, on a évidemment une part du financement qui va venir de choses qu'on supprime. Si on a un revenu universel au niveau du seuil de pauvreté, on n'a par exemple plus besoin du RSA. Donc la somme qui aujourd'hui sert au RSA, elle peut être réattribuée au financement du revenu universel, du rêve. Mais la plus grande partie de ce financement-là, il vient de la redistribution. Donc voilà, ça permet de remettre de l'égalité et de la justice fiscale finalement grâce à ce revenu universel. Et enfin, en termes de liberté, c'est un peu ce qu'on disait précédemment, c'est que si on met un revenu universel au seuil de pauvreté, donc autour de 1 000 € à peu près, si ce revenu universel-là il est suffisant et qu'on a moins de pression, en tout cas plus de capacité à négocier, on va pouvoir plus facilement choisir ses activités, d'ailleurs qu'elles soient rémunérées ou pas, puisque imaginons qu'on ait tous 1 000 € par mois, on peut peut-être aussi passer du temps à faire du bénévolat ou à lancer des initiatives, et notamment celles qui nous intéressent, qui sont des initiatives de la transition. Et donc tout ce temps finalement qui est déjà rémunéré en partie, on peut l'utiliser à autre chose, ou en tout cas on peut plus facilement choisir ses activités, et donc on retrouve une vraie liberté sur sa vie quotidienne. Donc pour vous résumer un peu la manière dont on veut le financer assez simplement, donc on fixe un revenu universel à 1 000 €, qui est le seuil de pauvreté. Et donc pour financer ce rêve-là, on souhaite taxer l'ensemble des revenus à hauteur de 50%, et l'ensemble du patrimoine net, donc c'est le patrimoine moins les dettes. Si vous avez acheté un logement à 200 000 €, mais que vous avez 150 000 € d'emprunt, du coup, votre patrimoine net, c'est 50 000 €. Donc ce patrimoine-là, on le taxerait à 1%. Donc voilà, en gros, c'est les deux grands leviers de financement de notre rêve. Et évidemment, comme je le disais précédemment, on a une partie qui est en fait les budgets qu'on va récupérer des prestations et allocations qui sont avantageusement remplacées par le rêve, et ça, c'est important. Et du coup, avant de rentrer dans les détails de la comptabilité nationale dans lequel on est rentré, et on va essayer de faire simple, l'idée de cette proposition de financement, qui est assez simple, 1051, enfin 1 000 € avec 50% des revenus et 1% des patrimoines, c'est la première idée, c'est de dire que c'est possible. En fait, on nous répond souvent que c'est impossible, et nous, on répondait que c'est un choix politique. Et donc là, l'idée, c'est de dire, voilà, c'est possible. Et derrière, il faut que ça soit discuté démocratiquement, et un revenu universel, de la même manière que sa mise en place doit être discutée, la manière de le financer doit être discutée. Mais nous, c'est plus un pavé qu'on jette dans la mare en disant, vous voyez, c'est possible, et c'est toujours plus simple de venir critiquer un premier jet que de parler de manière théorique. Donc voilà, un premier jet critiquable à souhait. Donc on peut commencer sur la gauche avec les sommes à percevoir. Le budget annuel du rêve, donc notre revenu universel idéal. Donc, il faut 1 000 € par mois par adulte et 500 € par mois par enfant. Donc, ça, c'est notre proposition. On a la population française adulte-enfant, donc on en arrive à 710 milliards, enfin 711 milliards à collecter. Notre imposition qu'on propose, donc les 50% plus les 50% sur le revenu et 1% sur le patrimoine, on ne veut pas que ça fasse doublon avec des impôts actuels. Donc, on propose de supprimer l'impôt sur le revenu, l'ISF, il y a quelqu'un qui s'en est chargé entre-temps, et la taxe foncière pour pas que ça fasse doublon. Mais en fait, ces sommes-là, elles servent à financer actuellement des choses. Donc, il faut les rajouter à la somme qu'on doit aller chercher.
Donc, ça fait 711 plus ces 105 milliards. Et il y a des allocations qui sont supprimées parce que le rêve serait mieux disant. Donc, ça, c'est le RSA, les APL et les prestations familiales. Donc, ça c'est des sommes en moins à aller chercher parce que le rêve s'occupe de financer ça. Donc, in fine, on en arrive à devoir à récolter 741 milliards d'euros. Donc, je fais des arrondis, des gros arrondis, hein, parce que là, c'est des millions quand même, mais voilà, c'est pour plus de compréhension. À partir de là, le revenu disponible brut des ménages, donc ça c'était en 2015, il est de 1352 milliards. Les allocations actuellement remplacées, il faut les rajouter, parce qu'il faut les soustraire, pardon, parce que ça, ce revenu disponible brut des ménages en 2015, c'est à la fois les revenus d'activité et aussi les revenus d'allocation. Donc, pour bien avoir notre assiette fiscale, il faut partir donc du revenu des ménages. Il faut soustraire les allocations actuelles qu'on va remplacer parce qu'elles n'existeront plus. Il faut ajouter par contre les impôts actuels remplacés parce qu'on ne les prélèvera plus. Et donc, on en arrive à A moins B plus C, qui est la nouvelle assiette fiscale de 1382 milliards d'euros, qu'on se propose de taxer à 50%. Donc, on en arrive à 691 milliards. Et le patrimoine net des ménages, qui est de 10 692 milliards, qu'on propose de taxer à 1%. Donc, on en arrive à 107 milliards, ce qui nous fait un montant total récolté de 798 milliards, avec un bénéfice net de 57 milliards qu'on vous laisse utiliser à votre guise. Mais voilà, du coup, pour dire que c'est possible et que cette première base, ça change totalement la vision qu'on a de la société. On passe d'une société où on va aider ceux qui n'y arrivent pas, voire les stigmatiser. On a tout ce discours sur l'assistanat, à une société qui fait confiance à tout le monde, qui distribue ce revenu universel, qu'on appelle aussi de temps en temps revenu d'existence, et ceux qui réussissent le mieux économiquement, parce qu'on peut réussir en dehors de l'économie aussi, ceux qui réussissent le mieux économiquement autofinanceraient leur revenu universel, voire en financeraient d'autres. Donc, une fois qu'on présente ça, on a souvent le premier retour de dire attention, est-ce que c'est vraiment juste parce que c'est un impôt proportionnel. Donc, c'est susceptible de discussion. On peut imaginer quelque chose de plus progressif, mais nous, on voulait faire une proposition simple pour pouvoir en discuter. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec un impôt proportionnel, donc deux impôts proportionnels, donc qui sont à la fois sur les revenus et le patrimoine d'un côté, et une somme fixe de 1 000 euros, en fait, si on met les deux bout à bout, on en arrive à quelque chose qui devient proportionnel. Donc, pour illustrer ça, on vous a proposé la conséquence concrète sur 3 ménages. Donc là, pareil, tu peux mettre en plus gros comme ça. Donc, la première famille qu'on vous propose de voir quel impact ça a sur elle, c'est la famille pas évident, qui gagne 12 200 euros par an, donc à peu près un peu plus de 1 000 euros par mois, et son patrimoine net, il est de 1 200 euros. Donc, elle, la contribution qu'elle aurait au rêve, elle est donc de 50% des 12 000 plus 1% des 1 200. Elle est de la troisième ligne de 6 112 euros. Après, on a une deuxième famille qu'on appelle la famille classe moyenne qui gagne à peu près 4 000 euros par mois et a un patrimoine d'à peu près 150 000 euros. Donc, elle, on voit qu'elle contribue au rêve à hauteur de 26 000 euros. Et une dernière famille à l'aise qui a des revenus de un peu moins de 9 000 euros par mois et un patrimoine de plus de 600 000 euros. Et donc là, on voit que sa contribution au rêve serait d'environ 59 000 euros, en sachant que pour comparer des choses comparables, on a fait le choix de comparer des familles qui sont toujours composées de 2 adultes et d'un enfant. Donc là, on nous dit « Ah mais oui, mais vous pouvez commencer, vous prenez beaucoup d'argent, enfin c'est limite spoilateur ». Sauf que ce qu'on oublie à ce moment-là, c'est que toutes ces familles-là, elles reçoivent de l'autre côté 30 000 euros. En fait, toutes ces familles-là reçoivent 30 000 euros. Elles reçoivent donc 12 000 euros par adulte, ça fait 24 000 euros,
plus 6 000 € par enfant, donc ça fait 30 000 €, ce qui nous donne in fine une balance finale pour la famille pas évident, donc qui est bénéficiaire de ce dispositif-là à hauteur de 24 000 €, la famille classe moyenne bénéficiaire à hauteur de 3 600 € et la famille à l'aise contributrice à hauteur de 29 000 €. Et je crois que dans le livret, on a calculé le pourcentage qui revient à une taxation d'à peu près 29% sur les revenus, qui est quelque chose qui se fait actuellement avec l'impôt sur le revenu actuel. Sachant qu'il y a le patrimoine, en fait, il y a l'équivalent de la taxe foncière qui est comprise dans ce montant-là, du coup. Et donc, du coup, ces trois familles, elles ne sont pas si fictives que ça. Donc, vous pouvez le comprendre avec les noms qu'on a mis, les noms de famille qu'on a choisis. Et en fait, les revenus initiaux des ménages français en couple avec enfants, ainsi que le patrimoine net moyen des ménages français qui se situent, en fait, la famille pas évident, elle représente les 10% des Français les plus pauvres en moyenne. La famille classe moyenne, c'est la moyenne des Français qui sont entre le 5e et le 6e décile, donc qui sont juste au-dessus en fait, des 50%, donc juste ceux qui sont au milieu de la classe moyenne, on va dire. Et la famille à l'aise, elle reprend les Français qui sont entre le 90 et 95% les plus hauts. Donc, ce n'est pas les 5% les plus riches, c'est les 5% d'en dessous. Donc voilà, pour avoir un peu les chiffres en tête et pour pas que cet exemple soit totalement décorrélé de la réalité. Et donc, pour conclure, ce pourquoi on propose ce rêve, en fait, c'est justement qu'on présente comme un outil pour la transition. En gros, c'est à la fois un outil pour la transition sociale, puisque par la redistribution notamment, on a plus de justice fiscale et puis on enlève cette stigmatisation qu'on peut avoir envers les plus précaires au moment de la paperasse régulièrement. Ensuite, c'est un outil pour la transition écologique, puisque ça permet, comme on le disait au début, de faire un pas de côté et de pouvoir réinterroger notamment sa vie, sa consommation, tout ça. Et puis, ça donne la possibilité de créer un couple taxe carbone revenu universel qui ne mettrait pas en difficulté les plus précaires, puisque souvent, c'est ce qu'on dit quand on dit qu'on veut mettre en place une taxe carbone, c'est que les plus précaires, ils vont souffrir de ça. Parce que ça va augmenter leur coût de la vie. Donc là, avec ce revenu universel-là, on peut avoir plus de justice par rapport à ça et donc vraiment engager une transition. Et puis enfin, ça permet une transition démocratique parce que ce revenu universel-là, à hauteur de 1 000 €, ça permet potentiellement de dégager du temps, à la fois pour s'informer et pour participer à la vie citoyenne. Parce qu'en gros, aujourd'hui, c'est principalement soit des fonctionnaires qui peuvent se mettre je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un peu en pause pour pouvoir participer à la vie publique. Soit c'est des médecins, des avocats ou des retraités qui vont avoir soit des revenus importants, soit du temps libre, et qui vont pouvoir du coup s'engager en politique sans avoir peur soit de ne pas être élus et donc que la campagne leur coûte du temps, soit à la fin du mandat de pouvoir retrouver une activité. Et donc voilà, ça permet finalement à plus de monde de pouvoir s'engager. Et donc ça en fait un outil qui est favorable à la transition sociale, écologique et démocratique.